Aujourd'hui, on se retrouve avec Christophe qui vient nous présenter une Tesla Model 3. Donc Model 3, il en existe plusieurs modèles, donc celle-ci c'est la Performance. Exactement, bonjour. Donc Christophe, elle est de quelle année cette Tesla? 2020. En tout cas, pour parler des formes de la voiture, c'est vrai que c'est vraiment très simple, hein. Il y a très peu d'éléments distinctifs qui pourraient rappeler le sport, parce qu'on est quand même sur un modèle performance, donc la Tesla Model 3 la plus dynamique qu'il existe aujourd'hui. C'est assez grand quand même, en termes de taille, on n'est pas loin, je pense, des 4,50. Ouais, je me demande même si on les dépasse pas, les 4,50. Je pense que ouais, peut-être un petit peu plus. Ouais. On voit l'inscription dual moteur, qu'est-ce que c'est? Dual moteur, c'est les deux moteurs, un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière. Les batteries sont où? Les batteries, elles sont dans les longerons en bas de la voiture. En fait, c'est comme si elles étaient intégrées dans le châssis. On n'a pas parlé de la taille des jantes, tiens. Sur la Performance, c'est livré en 20 pouces. Aujourd'hui, moi je suis passé en pneu hiver, donc j'ai réduit la taille des jantes et augmenté la taille du pneu pour être plus souple. On peut peut-être passer sur l'intérieur parce que c'est quand même sur cette partie-là qu'on a le plus de choses à évoquer. J'aime bien comme la façon d'ouvrir les portes. On appuie et on tire. Ok. Hop. Et bien une fois de plus, hein. Extérieur comme intérieur, c'est vraiment très simple, hein. On a quasiment rien, quoi. Ouais. On a la grande plateforme centrale qui est donc le cerveau de la voiture et c'est de là qu'on commande tout, j'imagine. Exactement. Donc tout se fait sur l'écran. Là, c'est plutôt un contrôle rapide, des accès rapides à différents menus. Ici, on va avoir plus la partie performance, direction, conduite. Ici, ça va être le système de recharge. Donc en fait, le pourcentage qui est ici, tu vois, moi j'ai l'habitude de voir un pourcentage sur mon écran central, mais c'est le pourcentage de mon téléphone. Et là, c'est la voiture. Voilà. Ici, on a le système d'autopilote. Alors, puisque moi, sur ce véhicule, j'ai pris l'option d'autopilote. C'est une option? C'est une option. Ici, c'est tous les systèmes de verrouillage, planification, etc. d'accès. Ici, l'éclairage. L'affichage, donc ça, c'est plus la partie écran. Le compteur, comme il n'y a pas effectivement de compteur kilométrique, c'est les distances qu'on peut parcourir avec le niveau de charge, combien la durée. La navigation, donc ça c'est plus comme un GPS, c'est le suivi du GPS pour la planification. La sécurité du véhicule, il y a les alarmes, etc. Est-ce qu'on veut un PIN à l'allumage du véhicule, etc. Et ici, on a toute la partie entretien, mode d'emploi. Voilà. Il y a un système de mode lavage qui va permettre de passer le véhicule en neutre, par exemple, si on va dans les rouleaux. Et ici, on va avoir tout ce qui est visu du TPMS, donc les pressions de pneus, les notifications qu'il peut y avoir, le calibrage des caméras, etc. Et puis là, c'est tout ce qui est mise à jour du logiciel, etc. Voilà. Alors tu nous disais qu'il y a quelque chose qui est assez contraignant, c'est que quand ils font des mises à jour, ils ont tendance à un petit peu changer les emplacements des diverses options. Exactement, oui. Typiquement, il y a une semaine, 15 jours, ils ont fait une grosse mise à jour où toute l'interface de la tablette a changé. Je pense qu'après, l'objectif des mises à jour, c'est de rendre toujours plus ergonomique l'utilisation de la voiture, mais c'est vrai que ça peut être déstabilisant quand on a ses propres habitudes. Est-ce qu'on a quand même la possibilité de personnaliser un petit peu son affichage pour avoir ses propres repères? Contrairement à la précédente version, aujourd'hui, voilà, on peut prendre des icônes, les descendre, etc. Je sais pas si je vais arriver, un peu comme un smartphone, d'accord. Voilà, un peu comme un smartphone. Voilà. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir CarPlay dessus? CarPlay, non. Donc en fait, c'est Tesla qui a son propre système d'utilisation. Ouais. On peut communiquer du téléphone vers la voiture. Enfin le téléphone, mon téléphone est paramétré sur la voiture. Je reçois les appels, j'envoie des SMS, etc. Par contre, je ne peux pas transférer, par exemple, les applis de mon téléphone sur la Tesla. Waze, par exemple, n'est pas sur la Tesla. Bon, j'imagine que anciennement tu venais d'un véhicule thermique, donc avec beaucoup moins de technologie. T'étais sur quoi? J'étais sur un Q5. Donc un Q5, voilà. Donc un Q5, une voiture qui a beaucoup moins de technologie que cette Tesla. Est-ce qu'au début, quand on a cette voiture, on nage un petit peu? Alors, on cherche un petit peu, effectivement. Alors après, moi, j'aime beaucoup la tech.
Donc je suis assez familiarisé avec l'informatique, les téléphones, les smartphones, etc., les tablettes. Donc on prend ses repères assez rapidement. J'avoue que peut-être pour des personnes un peu plus âgées, qui n'ont pas l'habitude de la technologie tablette et compagnie, ça peut être un peu plus compliqué. Quand on va chercher la voiture chez Tesla, il y a des vendeurs Tesla qui viennent vous expliquer comment ça marche, où est-ce qu'on trouve les choses, etc. Moi, ça a été assez rapide. J'ai vu des gens qui, 2 heures après, étaient encore sur place. En train d'essayer de la démarrer. C'est ça. Si tu es amené à ouvrir ta boîte à gants, toutes ces choses, c'est par là où il y a des boutons? Parce que je vois rien. Ici, il n'y a rien. Tout se fait ici, effectivement. Ou ici, on a la boîte à gants. D'accord. Et après, tu as la possibilité de mettre un code PIN. On peut mettre un si mot de passe ou pas le mettre. Enfin, quand tu es habitué à avoir tout à proximité, une poignée, toutes ces choses, c'est pas un peu compliqué au début? Ça peut être gênant. Comme je disais tout à l'heure, ils ont fait le choix de mettre par exemple le dégivrage avant-arrière ici. Donc en fait, j'ai besoin de cliquer une fois, de cliquer une deuxième fois pour démarrer le dégivrage. Quand on est en conduite, ça peut être gênant parce que le dégivrage, il peut arriver un peu n'importe comment. Quand il y a le matin, effectivement, quand on se lève, on dégivre. Mais il peut y avoir de la buée en conduite. En roulant. Au-delà de la modèle 3, la modèle S, modèle Y, modèle X, toutes ces choses, c'est à peu près le même intérieur, j'imagine. C'est à peu près la même chose. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment leur lignée. Ils sont très limités. Pareil, en termes de jantes, on peut choisir du 20, du 21, peut-être même du 19. Mais ça va être tout. Il va y avoir 3 types de jantes et c'est tout. Même au niveau du volant, c'est vraiment très minimaliste. On n'a quasiment aucun bouton, simplement pour scroller, c'est ça? Oui, scroller, droite-gauche. Sur les commodos, pareil, on a juste 2 commodos. Clignotant? Clignotant, forcément. Et puis le levier de vitesse, en fait, à droite. Puis les sièges qui sont simples. Simples. On a beau être dans la performance, on n'a pas de siège baquet, on est vraiment sur des sièges confort qui, je trouve, englobe pas tant que ça. Hein. Non, ça englobe pas tant que ça. Mais ça va. Un petit retour ici et c'est tout. Ouais, bon, c'est vrai que c'est très pas simple. du baquet. Ouais, effectivement. Je voudrais voir à l'arrière, on a de la place quand même. Ah ouais, quand même, hein. Ah ouais. Allez. Donc je sais pas si mon siège était beaucoup avancé. Il est peut-être un peu plus, mais moi je suis relativement grand, mais il y a encore de la place. Ah ouais, franchement. Et puis même au niveau de la hauteur de toit, il reste de la marge. Hein. C'est ça. Puis on a une grande baie vitrée, que ce soit à l'avant, à l'arrière en fait. Avec un petit effet fumé pour le soleil. Parce que le fait que ça soit fumé, je me demandais si ça masquait un peu l'entrée de lumière ou pas. Non, quand même. Du tout. Enfin, ça masque la chaleur, la luminosité. Un petit peu, on le voit entre l'avant, le pare-brise et le dessus. Je voulais que tu nous parles d'une petite modification que tu as fait sur la voiture pour ouvrir et fermer le coffre, ainsi que le capot. Oui. Tu nous montres? Oui. Parce que c'est vrai que c'est surprenant de constater que sur une voiture qui a tant de technologie, ça soit pas déjà automatisé. C'est ça. Enfin, sur la Model 3, chez Tesla, on ouvre l'avant et l'arrière via l'application ou via la tablette, juste par un clic. Donc avec ton smartphone là. Voilà. Mais normalement ça déclenche juste le crochet. Donc c'est à toi de le lever manuellement. Et c'est à moi de le lever manuellement. Là aujourd'hui j'ai fait le choix de rajouter des vérins et un petit bouton pour ouvrir et fermer électroniquement et automatiquement le coffre. Je vois, et ça je pense que c'est parce que tu étais habitué sur le Q5 à ce que ça soit automatisé. Exactement. Et c'est quelque chose qui manque vraiment alors. Moi je trouve que ça manque. Il y a des caméras un petit peu partout. Oui. Tu nous expliques? Oui. Donc normalement il y en a ici dans les montants. Il y en a ici. Ah oui, même ici, je l'avais pas vu celle-là. Il y en a une là-haut. Et il y en a une sur le coffre arrière. L'utilité c'est quoi? C'est de prévenir en cas de... c'est pour le pilotage automatique, pour toute l'aide à la conduite du véhicule. Donc ça fait office de capteur en fait. C'est les capteurs. Alors en plus,
de l'Armada, lidar, radar, etc. infrarouge. Qui sont essentiellement sur l'avant. Et puis pour recharger, je ne vois pas d'emplacement. Donc généralement sur les véhicules électriques c'est à l'avant. Et là c'est dans le feu. Mais là c'est caché. C'est effectivement caché. Et encore une fois ça se déclenche depuis le smartphone. Depuis le smartphone, on a un petit emplacement pour recharger. Eh ouais. Ça c'est pour la prise de 120 volts. Et ici, ça les deux c'est le combo pour les superchargeurs. Superchargeur, ouais. D'accord. Qu'est-ce que c'est superchargeur d'ailleurs? Les superchargeurs c'est les charges, alors c'est les grosses machines qui chargent les véhicules électriques à 250 kWh. C'est élevé, sachant que quand on est à 250 kWh, on charge en une demi-heure. Et à comparo avec un chargement sur une prise de 120 volts, on est sur combien de temps? Ah bah là, sur une prise de 120 volts, alors après c'est pareil, ça dépend quel ampère on charge, etc. Mais il faut une bonne nuit. Et puis chose importante qu'on n'a pas évoquée, la puissance de la voiture. Ouais. Donc je sais que là on est sur une puissance électrique forcément, Ouais. mais à équivalence en chevaux, qu'est-ce que ça donne? On est aux alentours de 460 chevaux. D'accord, aux alentours de 460 chevaux, donc ce qui est quand même une puissance très honnête. C'est Bon, la voiture fait pas loin de 2 tonnes comme on le mentionnait, Ouais. mais j'imagine qu'on a un couple qui est présent, enfin je veux dire de façon très instantanée, C'est ça, et donc qui élance la voiture très facilement. c'est ça. On verra ça durant l'essai routier. Alors comment ça se démarre? Eh bien, tout simplement, frein et on passe la vitesse. Et là, c'est démarré. Ok. Donc là, on avance. Ici, donc là, on a effectivement les caméras de recul qui se mettent en route automatiquement. Et t'as ta position GPS avec une vue aérienne. C'est ça. Ça c'est sympa quand même. Ouais, très sympa. Et on peut s'amuser à zoomer, à dézoomer, à passer dans des positions autres, direction du nord. Et pour avoir cet affichage là, est-ce que tu as besoin que ça soit relié à ton téléphone ou c'est là-haut que ça se passe? Tout est. Alors en fait, toutes les Tesla sont livrées avec des cartes SIM. Ah. Donc alors ici on ne voit plus. Alors ça c'est pareil, ils ont fait une mise à jour. Avant je voyais le niveau un peu comme les barres de téléphone. Là c'était ici, on ne le voit plus maintenant. Et les Tesla, elles se prennent en leasing? Elles se prennent en leasing, ouais. LLD, LOA, comptant ou crédit classique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'autonomie en kilomètres aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne ce modèle perf? Ouais, alors c'est le moins. Il a moins d'autonomie que les deux autres. Logique. Logique, le moteur, il embarque plus de poids. Et puis potentiellement il y a plus de couple tout de suite. Mais on est aux alentours, alors on est annoncé 560 km. En réel, c'est ça qui nous intéresse. En réel, alors c'est toujours pareil, hein. Tout dépend si on fait que de la ville, est-ce qu'on fait que de l'autoroute, est-ce qu'on fait du mixte. En réel, moi je fais 450, 500. C'est pas trop éloigné par rapport à ce qu'ils annoncent. Éloigné, ouais. Parce qu'on le rappelle que dans les autonomies qu'ils annoncent, c'est toujours sur la route parfaitement plate, sans vent, ou le vent dans le dos. Pas trop rapide. Et pas trop sur rapide. autoroute, quand je fais de l'autoroute, quand je pars loin, on est plutôt sur du 300. Alors comment ça se passe quand justement tu es amené à devoir faire des longues distances? Les longues distances, on programme notre navigation sur le GPS et la Tesla nous dit où s'arrêter, forcément dans des superchargeurs Tesla. En fonction de la distance qu'on a à faire, donc soit on a un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts. On peut moduler en fonction de sa consommation réelle. Soit on doit s'arrêter plus tôt parce qu'on est un peu tapé dedans, soit on s'arrête plus tard. Alors ça veut dire que si tu dois aller d'un point A à un point B, ton itinéraire peut être calculé en fonction des bornes. C'est ça. Il est forcément calculé en fonction des bornes. C'est vrai que aujourd'hui, on utilise plus les Tesla, les superchargeurs Tesla, parce que on arrive, on se branche, il n'y a rien à sortir, on n'a pas besoin de sortir sa carte bleue. En fait, sa carte bleue est déjà associée à son compte, et du coup, on se branche, la voiture est reconnue par le superchargeur,
et c'est parti. Si on doit aller chez la concurrence, pour ne pas les citer, Unity et compagnie, déjà ils ont un système de tarification différente, qui est d'ailleurs un petit peu plus cher, parce qu'on n'est pas du groupe Unity. Quand tu parles, Christophe, des stations superchargeurs, ce sont les stations Tesla, on est bien d'accord? Moi je parle des stations Tesla. Mais il y en a beaucoup en France parce que j'en ai jamais vu. Ah si, il y en a un paquet. Alors elles sont cachées parce que j'en ai jamais vu. Je parte en week-end, que je parte dans le sud de la France, j'en ai jamais vu encore. Ouais. En fait, elles sont pas sur le réseau autoroutier. Elles sont faut sortir de l'autoroute pour aller dans les superchargeurs. C'est un choix ou une obligation qu'a pris, qui a fait que Tesla soit obligé de se mettre là. Peut-être un problème de coût. Mais tous leurs réseaux superchargeurs sont en dehors des stations classiques du réseau autoroutier habituel. Et donc, est-ce que tu as déjà fait tes calculs par rapport à ton utilisation Q5? Je ne sais pas si tu étais sur un essence ou un diesel. Alors, j'ai pas fait un calcul par rapport à une autre voiture. Par contre, j'ai fait un calcul sur un trajet. Paris-Toulon, ça m'a coûté aller-retour. Je parle que en charge, hors péage, puisque qu'on soit en thermique ou pas, ça revient au même. Aujourd'hui, ça change rien. J'étais aux alentours des 70 €. Ah oui, donc t'es quand même vachement gagnant parce qu'en thermique, en essence, t'en aurais pour plus du double. Oui, ça plus du double. Donc il y a une économie réelle. Mais moi, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur tout ça parce que je me dis, est-ce que c'est pas de la pénétration de marché, tout ça? Et qu'après, une fois que le parc automobile sera quasiment totalement électrifié, ils vont augmenter les prix. On commence à avoir des augmentations de tarifs. Moi, je sais que la première année, on était quelques centimes moins cher que la deuxième année. J'ai remarqué un petit détail, c'est quand tu mets ton clignotant, tu as une vision caméra latérale en fonction du côté qui s'active. C'est ça. Alors je l'ai mise parce que ça fait partie de la mise à jour qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai activé pour m'amuser, pour voir ce que ça me donnait. Alors sur un usage classique, je vais à droite, je vais à gauche, pas très utile je pense. Par contre sur autoroute, dépassement, ça permet de voir effectivement est-ce qu'on peut se rabattre ou est-ce qu'on a le temps, pas le temps, est-ce que quelqu'un est engagé, et les angles morts. Et c'est les angles morts. Petite chose sur l'autopilote, théoriquement en France, on n'est pas censé avoir utilisé l'autopilote. C'est une question que j'allais te poser. Hors autoroute, d'accord. L'autopilote est fait pour l'autoroute. En ville, même hors agglomération, on n'est pas censé l'utiliser. Avant qu'on fasse la première accélération, parce que j'ai quand même assez hâte de voir ce que ça donne, on a quoi comme mode de conduite? Alors, on a 3 modes de conduite. On a un mode de conduite standard, comme on est là aujourd'hui, donc plutôt cool. On a un mode sport et un mode piste. Ah, il y a même un mode piste? Il y a un mode piste, il va chauffer les batteries pour pouvoir donner la puissance tout de suite. De façon plus instantanée? Oui. C'est très intéressant du coup de savoir qu'il y a un mode piste parce que ça veut dire que la voiture a aussi été développée pour cette partie-là. C'est ça. Et donc là on est sur le mode sport. Là on est sur le mode sport. Donc voyons voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? Alors on peut voir. Ce qui est incroyable, c'est que t'as pas de bruit. Déjà. Mais surtout la disponibilité mais instantanée. C'est clair. C'est incroyable. Ouais. Ça part mais ultra fort. Mais ouais, c'est des sensations uniquement de couple en fait que tu as. C'est tout de suite. T'es pas dans l'environnement sportif. Non. Il manque un truc auditif. Ah. Ouais, c'est vrai. Mais je pense ça marche. Hein. Mais je pense que tu peux ajouter de bruit, de phobie. Ah oui, est-ce qu'on a la possibilité? Non, on peut pas mettre de bruit.
Oh, c'est incroyable. Tu sais, Voilà. t'as presque du mal à respirer. Ouais, Ouais. moi j'ai le souffle coupé. Et Ah ouais. Ah, c'est impressionnant. Bah, de toute façon, t'es sur des temps de 0 à 100 qui sont dignes de grandes sportives. c'est ça. Et l'autre truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis en pneu hiver. En pneu été. Moi, tu vois, je connais la puissance qu'il y a dessus. Là, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu inférieure Waouh. à ce qu'elle fait d'habitude. Tu voulais nous parler aussi du mode autopilote. Ouais. Est-ce que sur autoroute, on peut avoir une confiance totale au pilotage automatique? Alors moi, j'ai très peu de doutes sur le pilotage automatique. J'ai déjà vu des gens couper la route. J'aurais réagi Comme la voiture. quasi au pareil. Elle a plus tendance à freiner fort que nous on peut le faire parce que elle a des distances de sécurité à respecter, etc. Alors que nous, potentiellement, on est des humains. On va essayer de gérer. Mais sinon, je dis, moi j'ai des gens qui m'ont coupé la route, elle a freiné, elle s'est remise à circuler correctement après. J'ai rarement eu de surprise. De toute façon, c'est un ordinateur, donc c'est censé C'est être un plus rapide ordinateur. et plus intelligent que nous. Et là, je peux mettre le. Donc là, D'accord. c'est deux coups. Donc tu as une ligne bleue qui veut dire en fait que tu es en automatique. Qui sont en Et automatique. donc là, t'as rien à faire. Et là, j'ai plus rien à faire. Alors si, on a quelque chose à faire, c'est juste lui toucher un peu le volant, lui dire je veux dépasser. Ah, donc pour lui dire que tu veux dépasser, tu mets ton clignotant? Ouais, mais là, elle va pas vouloir y aller parce qu'il y a quelqu'un derrière. Ça Donc elle fonctionne m'interdit comme d'y ça. aller. Donc là, tu vois. Ah oui, Et donc- c'est là où c'est intéressant l'angle mort. Ouais, Là, parce que tu vois je les touche à rien, distances en fait. Je touche à rien, elle change de ligne. Et comment tu lui dis je veux aller plus vite? Je vais aller plus vite, je vais dire. Ah, sur le curseur. Je vais lui monter le curseur ici. Ah, d'accord. Voilà. Et là, c'est le seul moment où je dois toucher le volant. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un. Il faut qu'elle sache qu'il y ait toujours quelqu'un. Ouais. Pour clôturer, si tu devais nous donner les plus et les moins, vraiment dans les grandes lignes, en quelques mots. Les plus et les moins. C'est une très bonne question. Bon, les plus, c'est l'électrique. Je pense que demain, ça va se démocratiser comme tout. Aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, à l'achat, ça peut être un petit peu cher. Mais à l'usage, je suis plutôt... Je sais pas, je suis pas sûr. Parce que derrière, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'entretien particulier, contrairement à un thermique. En termes d'usage classique, essence et électricité, le coût est quand même bien moins. Ouais. Après, forcément, si on fait que de la ville, C'est drôle ou de te si voir, on fait, de devoir pas raconter la voiture qui tourne toute seule, pardon, mais j'ai pas trop l'habitude. c'est ça. Excuse-moi. Si on fait que de la ville ou que de l'autoroute, le coût peut être différent à l'usage. Bien sûr. Ça, c'est quand même le point fort, le point un peu moins fort, voilà. Après, moi, c'est la conduite. Moi, je trouve ça super souple, très linéaire. Les moins, comme toujours, hein, ça peut être effectivement L'autonomie. l'autonomie. Mais en restant sur le réseau autorouté, on n'a aucun souci à se déplacer d'un point A à un point B. Oui. C'est une organisation qui peut être un peu différente. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de s'organiser pour essayer de recharger au moment où il faut déjeuner, au moment où il faut goûter pour les gamins, etc. Donc, en pratique, ça ne rallongerait pas plus que ça. Je vais essayer d'être concis, d'aller vite. Les plus, les formes de la voiture que je trouve
simple, le côté minimaliste de la chose et l'élégance à la fois. C'est tout un ensemble qui fait que la voiture est attirante, je trouve. Dans les moi j'aime tout ce qui est bouton, facile d'accès, la simplicité. C'est simple, mais c'est pas la même simplicité que j'évoque là actuellement. Quand il faut ouvrir sa boîte à gants, devoir aller dans les paramètres pour ouvrir sa boîte à gants ou autre chose, je trouve ça me dérange un petit peu. Ou alors peut-être que il faut l'essayer pour l'adopter. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérangerait un petit peu, mais à voir à l'utilisation, si je m'y fais et si je trouve ça mieux. Mais je voulais te poser une dernière question. Quand on passe après sur un véhicule thermique, avec boîte mécanique, tout ça, on doit avoir l'impression d'être vraiment sur une voiture à l'ancienne, compliquée, fatigante, non? Ouais, j'avoue que on a aussi une deuxième voiture. Et je pense que la prochaine, ça sera une électrique. Là voilà, forcément. Le virage est pris. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, mon ange? J'adore tout ce qui est technologie, donc je trouve ça super. Après, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que il faut faire plusieurs paramètres avant de mettre en route quelque chose qui est fait, que j'utilise beaucoup, comme ce que tu dis, le dégivrage. Ça peut être contraignant, oui. Ouais, contraignant. Effectivement. Mais bon, ça j'adore, et puis je pense que ça serait super cool de faire un circuit avec une Tesla Performance. Ça peut être intéressant de voir comment ça se comporte par rapport à la concurrence sportive qui est uniquement développée pour ça. C'est vrai que là, elle est un petit peu multitâche, la voiture. C'est sûr. Bon, bah écoute Christophe, on va te remercier pour ton temps et puis pour ton expertise sur le sujet plutôt axé technologie. En tout cas, c'était une belle découverte. On a appris beaucoup de choses. Tu as même toi appris des choses durant cet essai. Donc, on se dit à la prochaine et puis prenez soin de vous. Salut tout le monde, ciao!